Afin de bien rendre confus l'intégralité des poseurs et des poseuses qui sont cependant censés avoir la possibilité de véhiculer un avis sur un film comme celui-ci, même s'ils ne connaissent pas la différence entre les 3 Captain Marvel, je vais faire un effort particulier afin d'essayer de vous éduquer. Donc tout commence en 19... J'espère que vous avez pris de quoi boire, de quoi manger, cette vidéo sera très très longue. Donc tout commence en 1940 chez Fawcett Comics avec la création d'un personnage qui s'appelle Captain Marvel. Et le Captain Marvel de base, c'est un enfant qui s'appelle Billy Batson, et quand il dit le nom formé par l'acronyme des attributs qui lui ont été donnés par un sage qui vivait quelque part, on ne sait pas précisément pourquoi, mais que donc il a la sagesse de Salomon, la force d'Hercule, l'agilité d'Achille, quelque chose de Zeus, la poussée d'Archimède, car c'est bel et bien un scientifique, et la célérité de Mercure, des Shazam, et il se transforme en un super-héros que vous voyez ici, sous le nom de Shazam, c'est certain, mais qui à la base, chez Fawcett Comics, s'appelait Captain Marvel. Alors ce personnage a été racheté par DC, ce qui explique sa présence ici dans ce magnifique comics de je ne sais pas précisément quand, mais à voir le design, on dirait le début des années 70, où il se battait encore et toujours contre Superman et contre les ennemis du bien en ayant des pouvoirs particuliers. Alors l'idée de DC, c'est qu'ils voulaient un personnage qui s'appelle Marvel, comme ça ils ont quelque chose de Marvel, ils peuvent faire des incroyables efforts dans le domaine de la publicité autour du fait que le vrai Marvel est chez DC et quelque chose comme ça. Alors vu que la compagnie Marvel, ils sont relativement grégos, ce sont pas des gens avec des scrupules, ils étaient bel et bien menés à l'époque par Stan Lee, paix à son âme, mais Stan Lee, paix à son âme, était aussi un habile, mercantile, capable type qui vit de ses efforts mentaux, ce qui nécessite un effort particulier. Il faut se lever tôt pour vivre de ses efforts mentaux quand on habite à New York et qu'on est grosso modo juste scénariste de comics. Se trouve qu'il a eu la terrible idée de leur mettre dans les pieds une application pour le copyright d'un nouveau Captain Marvel qui certes est assez reconnaissable pour les gens de mon époque, c'est-à-dire le Captain Marvel qui se trouve être bel et bien un guerrier Kree. Les guerriers Kree, ce sont les gentils, ils se battent contre les Skrulls qui, vous voyez, ils ont un visage vert, ça ne se voit pas à l'image parce que c'est bel et bien en noir et blanc, mais ils ont un visage vert et ils ont un corps qui est dans un juste corps violet. Vert et violet, symbole du mauvais, c'est une évidence. Demandez au Joker. De l'autre côté, évidemment, les Skrulls, par leur capacité de transmogrification, ils peuvent se transformer en votre voisin, représentent un petit rapport à l'invasion des profanateurs de sépultures, vous savez, Invasion of the Body Snatchers, qui est bel et bien, encore et toujours, une métaphore pour le communisme, et comment le communisme peut transformer vos voisins en des monstres sans cœur qui sont ici là pour subvertir les fondamentaux philosophiques d'une puissante nation comme l'Amérique. Et ensuite, cette incroyable idée a amené Marvel à raconter la seule bonne histoire qu'ils ont réalisée avec ce personnage, c'est-à-dire la mort de Captain Marvel. Je vous avais raconté que Captain Marvel, Shazam en quelque sorte, avait la particularité, c'est certain, d'être un petit enfant qui, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un qui me téléphone, je vais faire semblant de ne pas pouvoir répondre, ce sera une excellente idée. Toujours est-il que si Captain Marvel se transformait d'un enfant en un puissant guerrier adulte, la terrible idée était bien entendu que Captain Marvel, version Marvel, allait faire pareil. Il avait la possibilité de faire résonner ses néga bracelets, le transformer du jeune protégé dont le nom m'échappe. Vous savez, celui qui était un super pote à Hulk à l'époque, bien entendu, en un puissant guerrier de l'espace avec des beaux cheveux blonds qui volent au vent, un homme très sympathique. Et il se trouve que ce mec sympathique avec les longs cheveux blonds qui volent au vent, un guerrier venu de l'espace, un homme venu d'ailleurs mais qui avait bel et bien de l'espoir et de l'amour pour la planète Terre car il était un guerrier défenseur planétaire. Il se trouve qu'à une époque, il s'était battu contre Nitro. Nitro, c'était un personnage qui était justement violet et noir, pour vous donner une vague idée, qui avait des longs cheveux sales. C'était un espèce de sale hippie qui faisait cependant des efforts pour son corps par le sport et il pouvait exploser ses molécules et les reformer, ce qui faisait qu'il était très puissant. Mais Captain Marvel s'était battu contre lui à un endroit où il y avait des canisses de gaz toxiques, et que donc il avait chopé un cancer, et que donc ça vous a donné la mort de Captain Marvel. La mort de Captain Marvel, c'est assez touchant, c'est que pour sauver son ami, le petit gamin, que c'était plus vraiment un petit gamin, que c'était un chanteur folk, car il était arrivé des choses terribles au gamin dont le nom m'échappe après qu'il ait été sous la férule de Hulk, eh ben, il avait décidé de le protéger en se donnant à lui-même le cancer, en prouvant au passage qu'il était un héros, etc., etc., et que voilà, et que la terrible idée était ainsi constituée, c'est que Captain Marvel, dans son dernier sacrifice, avait prouvé qu'il était un héros, un vrai, et qu'ensuite, sa mort avait laissé une quelque forme de trou dans l'univers Marvel, un trou qu'ils ont essayé péniblement de remplir avec le nouveau Captain Marvel, qui s'appelle Carol Danvers.
non pas un rapport au fameux artiste Cal d'Anvers, mais bel et bien cette nouvelle version de Carol Danvers qui était Songbird, Warbird et bien entendu à une époque Miss Marvel, que maintenant c'est un peu le personnage le plus fort. Pourquoi? Eh ben parce que le scénariste l'exige. C'est un peu le sentiment de rejet que les fans de comics ont face à Carol Danvers. C'est bel et bien le même que les fans de la WWE ont face à Roman Reigns. C'est le genre de type où on dit vous êtes obligés de l'aimer les mecs. Et les gens se mais on l'aime pas, c'est un personnage unidimensionnel qui dès qu'il a eu du pouvoir a ouvert un espèce de Guantanamo de l'espace où elle a mis ses ennemis dedans avec l'aide d'une jeune femme qui porte son ancien nom et que vous savez, c'est Miss Marvel, la fille qui a le pouvoir d'avoir des très grandes mains. Les gens sont là, ouais mais vos scénarios ils sont nuls, et votre comics a été rebooté 6 fois, il se vend pas, le personnage est une espèce de prétentieuse, prêchi-prêcha chieuse qui n'est pas sympathique, et les gens ils sont là, est-ce qu'on est obligé d'aimer? Les gens ils font, oui, on va sortir un film, et maintenant je vais vous en causer. Qui nous amène à réfléchir, à savoir précisément pourquoi Marvel, Captain Marvel et ses incroyables efforts dans le domaine de la réalisation cinématographique, car après tout c'est un personnage qui n'a aucune place dans les plans qui avaient été créés par la compagnie Marvel avant qu'elle soit rachetée par Disney. Or Disney s'est payé Marvel et c'est ainsi ce qui est advenu de la maison qu'on appelait autrefois la maison des idées. Ils sont obligés de suivre les desiderata utopistes d'une compagnie qui certes est tellement futée qu'ils se sont rachetés Star Wars, la fameuse série qui vendait le plus de jouets pour garçons de l'histoire du cinéma et qui l'ont transformé en Star Wars, la série qui peine à vendre des jouets aux jeunes filles, car vous savez, ce n'est pas le public établi de la série. Alors ici, vous avez une idée très simple. Ils ont regardé le catalogue, et vu qu'ils ont le pouvoir du marketing, c'est une technique américaine qui est assez proche du marketing, mais qui est encore plus forte, ils se sont dit, on n'a pas des masses de personnages féminins qui restent dans votre catalogue qu'on pourrait vendre. On pourrait probablement vendre Tornade, mais vous l'avez plus, alors on va devoir se racheter Fox, ça va nous coûter de l'argent, hein, merci Marvel. On aura besoin de versions féminines de personnages populaires, comme ça on peut les vendre aux filles, vous savez, le pouvoir du marketing. Alors c'est ainsi que vous êtes pris la centaine de copies de personnages masculins qui existaient pour de vrai dans le temps. Vous savez, Spider-Woman, Silk, Spider-Gwen, Gwenpool, on ne sait jamais qu'on ait besoin d'une version féminine de Deadpool et que l'intégralité vous amène à, oui, vous savez, Tony Stark, il ressemble à son père. Ils ont la même moustache, ils ont la même coupe de cheveux, ils ont les mêmes sourcils, etc., etc. Leurs mains ont la même forme et certes, ils ont le même code génétique, mais Tony Stark n'est pas le fils de son père, il a été adopté. Car avant, son père était simplement son père génétique. Ah, mais maintenant, c'est son père spirituel, ce qui fait qu'ils ont une espèce de sensation un peu plus profonde. Ce sont des homies, en quelque sorte. Et que, vous savez, la mère de Tony Stark, mais c'est pas vraiment ainsi que ça fonctionne. Sa mère, c'est pas sa mère, mais sa mère, c'était une star du rock des années 70, 80, etc., etc. Vous ne devinerez jamais quel héros traditionnel de l'univers Marvel est devenu gay. Oui, les personnages peuvent devenir gays. Vous ne le saviez pas, mais maintenant, c'est le cas. C'est Iceman, il est gay, il est super méga gay. Ce qui est super, il est méga gay aussi. Alors son comic c'est nul à chier, mais toujours est-il que maintenant, Bobby Drake est méga gay. Il est super, hyper méga gay, et c'est super bien entendu. Alors l'intégralité de l'univers qui vous a ici présenté, c'est celui où, oh mais quel personnage féminin pourrait-on avoir qui soit d'une puissance phénoménale? Donnez-lui des pouvoirs cosmiques d'une puissance phénoménale et existentielle et parasismique. Captain Marvel, Carol Danvers, un personnage qui a la particularité d'être un peu chiant, prêchi-prêcha, qui représente en quelque sorte, grosso modo, ce que les gens représentent dans leur esprit quand ils pensent à un personnage de fanfiction qui a été mal écrit. Je veux dire, elle n'a aucun dommage, elle n'a aucun problème, elle n'a aucun défaut, elle gagne sans souci, mais décidément, son meilleur ami c'est un scénariste, et l'intégralité vous fait penser qu'il y a quelques années, un personnage aussi
omnipuissant que lui ou qu'elle, plutôt, parce que c'est un capitaine, mais c'est bel et bien la capitaine Marvel, aurait probablement été présenté comme un méchant. Voilà, parce que la première décision de Captain Marvel, quand il était question de prendre des décisions, c'était d'ouvrir un Guantanamo dans l'espace pour jeter ses ennemis dedans. Vous le savez, hein, c'est ainsi. Alors, dans le domaine du cinéma, qu'est-ce que cela vous donne? Cela vous donne un film qui a été réalisé par une équipe dont vous n'avez jamais entendu parler, c'est-à-dire Anna Boden et Ryan Fleck, car vous savez, vous, les efforts dans le domaine des drames tragicomiques, hein, ce n'est pas exactement ça que vous regardez au cinéma, et moi non plus, donc je n'ai pas idée de quoi il est question, et le tout est produit par Kevin Feige, la version un peu plus fade de Kevin Feige, l'homme que l'on connaît maintenant depuis des années et des années. Alors, ce que vous avez ici, c'est l'histoire traditionnelle d'une femme. Elle était oppressée par la patriarchie qui l'entoure. Vous savez, c'était la faute des hommes si elle était incapable de sauter un truc avec son vélo. C'était la faute des hommes si elle était incapable de faire, vous savez, cet exercice. Je suis incapable de le faire aussi, où on monte à une corde, etc., etc. C'était sa faute si à chaque fois qu'elle montait dans un kart, vous savez, comme dans Mario Kart, mais dans la vraie vie, ça existait dans les années 70, semble-t-il, elle passait directement dans le décor, c'était la faute des hommes, mais maintenant, elle va se venger des hommes, parce qu'elle a le pouvoir d'une explosion, une explosion cosmique qui a eu lieu et qui lui a donné les pouvoirs de Captain Marvel. Parce que vous savez, c'est la vengeance, hein, la motivation de certains de ces personnages de comics de maintenant, un peu comme Batman, mais sans le substrat moral qui fait que décidément on a envie que tout ceci soit l'histoire d'un héros. Ici, ce que vous avez, c'est Brie Larson dans le rôle de... On lui a écrit un rôle, mais elle ne sait pas vraiment le jouer, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a simultanément l'air de se faire chier, que tout ça est totalement en dessous d'elle, je veux dire, c'est pas le style de cinéma qu'il voulait faire, et je comprends, hein, quand on a joué dans des films comme Room, on se dit peut-être que je peux simplement jouer, peut-être, que je suis pas obligé de faire des efforts pour mon corps par le sport, je suis pas non plus obligé de lancer des rayons par mes poings, des choses de ce genre-là, mais ça a vraiment l'air d'être en dessous d'elle, tout ceci. Sourire a l'air de lui faire physiologiquement mal à la mâchoire, qu'elle est très large, c'est aussi une des filles cachées de Robert Z'Dar, et elle se trouve dans une situation particulière où elle est censée faire genre... Je suis un badass motherfucker, je suis une badass motherfucker, je ne peux pas avoir d'émotions, mais de toute manière, je ne sais pas vraiment jouer les émotions dans ce rôle-ci, donc elle a un air genre distant et un peu perdu, où on voit énormément du blanc de ses yeux, vous savez, ce qui n'est pas du tout un signe de maladie mentale, si on en croit, en tout cas, elle est magnifique. J'avais lu, vous savez, les fameux manuels de psychologie, ils vous disaient, quelqu'un qui vous montre beaucoup du blanc de ses yeux, c'est un signe de panique ou de folie. Ce qui est assez intéressant à se dire, c'est que la plupart des personnages féminins du domaine des comics, comme Riri Williams et bien entendu comme Carol Danvers, ont ça comme très particulier. Elles sont genre, wow, elle regarde le monde comme ça, avec tous les efforts pour regarder le monde. Donc, dans cet univers où bien entendu elle était pilote d'essai, parce que vous savez, à cause du sexisme, les femmes ne pouvaient pas être pilotes de guerre, c'était pas du tout les hommes qui, de manière assez simple, essayaient de protéger les femmes d'une terriblement compliquée forme de travail où la plupart des gens meurent dans d'atroces souffrances. Donc, c'est du sexisme. Et que donc, Carol Danvers, elle ne pouvait pas être pilote de guerre, mais elle pouvait être pilote d'essai. Alors, un jour, elle est montée dans un spationaute, un spatiocrate, un aéronaute, l'équivalent local de l'Alcorac, et que elle l'a planté dans le sol, mais d'une force humaine. Mais c'était pas sa faute, il y a des méchants sexistes de l'espace qui ont tiré dessus, ils étaient Skrulls, et que donc l'idée très simple, c'est que dans l'explosion du moteur cosmilogonique, elle a obtenu des pouvoirs parapsychologiques, et que ces pouvoirs font qu'elle peut balancer des rafales et être immortelle, et être très très douée, et avoir genre son visage qui tient sur un tiers de son crâne, et des choses comme ça. Bref, c'est un pouvoir philosophique particulier qui fait que à la fin, elle doit se battre contre les Skrulls. Les Skrulls sont une race de puissants métamorphes qui ont la capacité d'être forts, certes, mais aussi de se camoufler dans ce qui les entoure. C'est pour ça qu'ils sont les espions parfaits, mais... Et là, on rentre dans les spoilers, c'est certain. Les Skrulls sont des gentils, en fait, la personne qui sur Terre essayait de créer cet étrange vaisseau supraluminique doté de capacités cosmogoniques, c'était Marvel, que c'est une femme qui ressemble à Hillary Clinton et qu'elle est jouée ici par une dame qui s'appelle Annette Bening et qui essayait de créer un système de propulsion. Alors vous imaginez qu'un empire comme l'empire des Kree ou comme l'empire des Skrulls, ils sont capables de bouger à travers le monde de l'univers à des vitesses ultraluminiques parce qu'ils ont des outils supraluminiques? Mais non, ils avaient besoin que quelqu'un l'invente sur Terre. Pourquoi? J'en sais rien, mais toujours est-il que leur idée, c'était d'arriver à prendre les méchants réfugiés Skrulls, qui sont en fait des gentils, c'est eux les victimes de la guerre contre les Krulls.
contre les Kree, merde, c'est très compliqué parce que la Kree, Skrull, Kree, Skrull, Kree, ça devient très compliqué. Donc les Kree, ils sont méchants, même si c'est essentiellement les gentils. Les Skrulls, ils sont gentils, même s'ils sont essentiellement les méchants. Et elle avait créé le fameux système spatio truc-muche qui fait que c'est en équilibre par rapport à géostationnaire, voilà, un satellite géostationnaire où elle avait réussi à mettre tous les Skrulls de la Terre afin de pouvoir les protéger, parce qu'un jour elle aurait construit un vaisseau qui était un vaisseau intraçable, peut-être c'est ça le concept, qui pourrait les ramener quelque part où ils auraient leur propre pays, que ce serait une planète où ils seraient bien. Et ensuite, évidemment, il y a un terrible combat où, vous le saviez, quand ils ont testé cet étrange spationef de l'espace, ils ont été tirés dessus, non pas par des Skrulls, mais par des méchants sexistes de l'espace, menés par le méchant Jude Law, qui n'a pas de chance. Quand il choisit de faire un film à grand public, c'est genre King Arthur, Legend of the Sword. Ou alors ça, et il n'a pas bon dans les deux cas, car il est ici, genre, je me suis fait remettre des cheveux. Oui, sérieux, j'ai encore des cheveux. Regardez, si je mets ma mèche comme ça, on a l'impression que j'ai encore des cheveux. Et regardez, j'ai fait des efforts pour mon corps par le sport. Je ne suis pas méchant. Et alors il a mis son sang, c'est une forme de viol, car c'est un méchant sexiste, dans le corps de Carol Danvers afin d'essayer de la sauver. Et que voilà, soudain, elle se rend compte que l'eau qui coule de ses yeux quand elle a du mal à jouer est sans doute plus épaisse que ce sang bleu qui coule dans ses veines, car elle a tous les pouvoirs mystiques de certains. Elle était pris dans une expression particulière de la puissance cosmogonique. Je suis arrivé à retomber sur mes pattes. Cette phrase n'était pas censée aller dans ce sens-ci, que voilà. Est-ce que c'est un film qui a une quelconque forme de profondeur pour les femmes? Alors j'imagine que oui, parce que c'est une héroïne féminine, et que les gens qui sont sur les réseaux sociaux seront ravis de voir tout ceci, hein. Ce n'est pas un héros comme pourrait prétendre l'être Wonder Woman qui voit le meilleur dans la personne qui se trouve face à elle, quel que soit son sexe, et qu'elle se dit peut-être qu'on devrait croire en l'humain, parce que l'humain a des qualités que les dieux n'ont pas. Ils peuvent espérer, ils peuvent rêver, ils peuvent entrevoir ces incroyables sentiers qui sont ceux du futur, et d'une paix plus large, tandis que Captain Marvel, elle veut juste se venger, voilà. Et alors même, c'est ça le paradoxe de la série, ou plutôt même le paradoxe de ce film, car j'ai toujours dans l'idée que c'est une série télé qu'ils ont essayé de remonter avec un gros budget, mais ça c'est mon approche par rapport à Marvel, ce ne sont pas vraiment des films, vous savez, il y a toujours un à suivre à la fin, et que le problème c'est que du fait d'avoir fait d'elle quelqu'un qui échouait parce que les méchants patriarches sexistes faisaient qu'elle était incapable de monter à une corde, vous vous rendez compte que la seule chose qui est particulière chez un personnage comme celui de Carol Danvers, c'est le pouvoir qui est en elle, et que donc elle n'a pas de qualités personnelles qui font qu'elle est à la hauteur de ceci ou cela. Ils font un espèce de truc du genre, oui, toi seul pouvais monter dans l'espace et essayer de construire, non pas de construire, de conduire, non pas de conduire, de piloter cet étrange spationef de l'espace, et que ce spationef de l'espace, mon Dieu, seul quelqu'un du calibre humain que tu peux être pouvait mettre ainsi sa vie en danger pour le bien de la paix, de la liberté. Alors, elle ne savait pas que c'était la paix, du bien, de la liberté à l'époque, hein. C'est un espèce de retcon de l'espace, mais voilà. Alors, c'est incroyablement bateau. Les effets spéciaux sont jolis, et le mieux qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas tous les jours que un chat en 3D, Samuel L. Jackson, qu'on a rajeuni à coups de 3D, justement, si ça c'est pas paradoxal, il a le pouvoir des images de synthèse, il ne vieillit plus, en quelque sorte. Quoique, décidément, dès qu'il est question d'essayer de le faire courir, les gens... D'ailleurs, la course, c'est quelque chose que ces gens ont du mal à faire de nos jours. Voir Brie Larson tenter de courir genre comme ça. Ce qui est mignon, hein, mais c'est un peu n'importe quoi. C'est étrange. C'est un problème qu'elle a en commun avec les équipes qui tournent autour de Jodie Whittaker. Ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude de faire des efforts pour leur corps par le sport. Ce sont des gens qui ont l'habitude de, je sais pas moi, boire des margaritas quelque part sur un sofa et se plaindre des gens qui les entourent. C'est un peu ce calibre-là d'être humain dont il est question. Ce ne sont pas des gens dont on pourrait imaginer qu'un jour ils pourraient être genre le compas moral de quoi que ce soit. Car quand vous voyez un film Marvel, l'intégralité des films Marvel repose sur le charisme, oui, du personnage principal. Vous voyez un type comme Chris Evans, vous dites, oui, probablement qu'il est vaguement drôle et un peu sympathique. Vous voyez quelqu'un comme Robert Downey Jr., un homme qui physiologiquement fait des efforts phénoménaux pour chaque seconde ne pas prendre de la cocaïne, vous dites, c'est sans doute quelqu'un capable de un tac au tac phénoménal et qui est sans doute un peu genre il doit être un peu méchant mais ça doit être drôle, des choses comme ça. Vous dites oui, ce serait sympathique de boire un cappuccino avec lui et de le voir simultanément détruire l'intégralité des gens avec qui il a travaillé dans sa vie pour pouvoir faire un bon mot. Vous voyez quelqu'un comme Benedict Cumberbatch, vide et aucune personnalité, mais il est beau. C'est ça que vous avez besoin pour Doctor Strange. Vous avez besoin de quelqu'un qui aille à faire genre je suis chic mais anglais mais je fais un accent américain, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais etc. Et quand vous regardez Brie Larson, vous dites
c'est quelqu'un de vide et peu sympathique, qui est vraiment sans doute très acide et qui a beaucoup de regrets pour une carrière qu'elle aurait imaginée, qu'on aurait dû la porter au firmament, et que le meilleur qu'elle puisse faire quand on la porte au firmament, c'est de dire aux gens qui sont de l'autre côté de l'écran qu'elle n'a pas envie que les gens voient leur film. C'est déjà un défi en soi quand on y réfléchit posément. C'était ça mon avis sur Captain Marvel. C'est un film où la structure fait vaguement sens, où les effets spéciaux sont là où ils doivent être, mais le pire qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas réellement de protagoniste dans lequel vous puissiez dire ça c'est quelqu'un, je peux reconnaître à travers ses actions, celle d'une héroïne, ou d'un héros. Bref, certaines personnes n'ont pas la fibre héroïque, c'est ainsi que cela se passe. Et voilà, à très bientôt, dans l'émission de critique cinématographique venue de Logique, qui s'appelle, je vous rappelle, Critique en cinéma. Ça c'est pas le bouton pour éteindre, ça c'est ça.